Bonsoir, merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir le réalisateur Fabien Gorjard. Merci beaucoup. Merci à tous de continuer à venir voir des films en salle. Merci beaucoup Fabien pour ce très beau et très émouvant film. Derrière cette histoire, il y a ton histoire. Est-ce que tu peux présenter le cheminement de ce film ? Alors oui, en fait, l'envie de raconter cette histoire, je pense qu'elle est un peu concomitante avec mon envie de faire des films. Enfin, je ne sais pas comment le formuler, j'arrive toujours pas à trouver la bonne manière de l'expliquer, ou plutôt quand je me suis autorisé à me dire que je voulais faire des films, c'est cette histoire-là que j'ai eu envie de raconter, sauf que ça a mis beaucoup de temps avant de trouver comment, par quel angle, pourquoi, est-ce que, etc., etc. Donc j'ai fait un premier long métrage, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de courts métrages, etc. Et puis finalement, en allant, encouragé par ma productrice après mon premier long, de mettre, comme elle me disait, mets le nez dedans, j'ai ressorti encore les scénarios que j'avais mis dans des tiroirs jusque-là, et puis je suis allé faire un travail d'enquête, j'ai rencontré d'autres familles d'accueil, j'ai rencontré des éducateurs spécialisés, et puis à l'intérieur de ces histoires-là, j'ai greffé l'histoire d'un père comme ça qui a voulu retrouver sa place de père à la mienne, à l'histoire du petit garçon qui était placé dans ma famille. Parce que pour la faire très court sur cette question, moi en gros je suis Adrien, je suis l'aîné voilà, dans ce qui s'est passé. Je suis l'aîné de la famille. On a eu un petit garçon qui est arrivé quand il avait 18 mois, il est reparti quand il avait 6 ans. Donc ça a été la base de mon histoire. Tout le but de mon travail, ça a été de m'assurer que d'une, ça allait être un film, c'est-à-dire du cinéma, tout simplement, et deux, que j'allais trouver l'axe avec lequel j'avais envie de raconter. J'avais pas forcément envie de raconter à proprement parler mon histoire. J'avais envie de raconter quelque chose autour de ce que c'est qu'un lien, comment il se fait, comment il se défait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille dont on parle. Est-ce qu'on est une vraie famille ? La famille n'arrête pas finalement de muter, d'être autre chose. Et voilà, c'est tout ça que j'ai eu envie de mettre à l'intérieur de ça. La dernière couche étant de s'assurer, comme je disais, de vouloir faire du cinéma. C'était ce qu'on se racontait avec ma productrice, d'être à quel genre ça allait appartenir pour être. C'était voilà, une sorte de clé. Si au moins je suis sûr d'appartenir à un genre de cinéma, je sais que je ferai du cinéma. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais ça aide finalement dans le travail d'écriture, dans la manière de penser le projet. Et donc, je suis allé chercher comme ça les films que je pourrais plus mettre dans un panier à référence, hein, loin de moi en prétendre en être, mais un film comme The Kid, un film comme Kramer contre Kramer, ou alors celui qui a un peu tout déclenché pour moi, c'est-à-dire même dans mon envie de faire du cinéma, qui était E.T., un film que j'ai beaucoup utilisé, mais un film qui hante celui-là, c'est-à-dire c'est très loin. Il était hors de question de le surinvestir de références de E.T., mais au fond, E.T., c'est l'histoire de... C'est un film que j'ai vu à l'époque où j'ai vécu cette histoire-là, et puis c'est l'histoire d'un enfant placé, à mon sens. Une histoire de famille aussi. Mais est-ce que le temps nécessaire à faire ce film était lié à quelque chose comme un chagrin d'enfance, lié à la rupture de l'enfant, quand l'enfant est parti de votre famille ? Alors je ne sais pas, ça je serais incapable de répondre à ça. Ce que je peux répondre, je tiens un peu mon message, j'ai l'impression qu'on a une sorte d'écho un peu désagréable, alors j'espère que ça va. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été hanté par cette histoire-là. Je ne sais pas la proportion du chagrin dans mon envie d'y aller, je ne sais pas. J'en ai eu moi-même en écrivant, en travaillant, et d'une manière parfois un peu ridicule, parce qu'on écrit une scène sur un scénario et on se fait pleurer soi-même, et puis le lendemain on la relit, elle est complètement nulle, on la met à la poubelle, donc ça n'a aucune valeur. Mon chagrin n'a aucune valeur dans cette affaire. Simplement, je sais que j'ai été hanté et qu'il fallait que je le fasse. Voilà. C'est un peu, je pourrais le répondre comme ça. Mais du coup, ce serait une sorte de réconciliation avec cette histoire-là, d'une certaine manière. Oui, peut-être, absolument, peut-être. En tout cas, ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis réconcilié, parce qu'il n'est pas dit que j'y retourne d'une manière ou d'une autre. Donc ça prouvera exactement l'inverse. Si je dis aujourd'hui que je suis réconcilié et que je refais encore un film là-dessus, je me serais renié.
Par contre, que ça a matière pour moi à être sûr et d'être un endroit de réflexion et de questions qui peuvent amener en plus du cinéma, oui. Donc, d'une certaine manière, ça nourrit. Les choses sont, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est dur pour moi d'avoir du recul là-dessus. Hein. Et puis voilà, j'ai en tout début de ma prétention à vouloir faire du cinéma. Donc, mais je sais que les deux se nourrissent. Mon envie de faire du cinéma et cette histoire-là, c'est ce que je racontais autour d'E.T. Ça s'est cristallisé autour de ce film-là, mais parce que j'essaie de comprendre. Mais voilà. En tout cas, c'est lié. Et puis j'ai fait des courts-métrages qui avaient de près ou de loin à faire avec cette histoire-là. Le premier long, c'est l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour d'autres. Enfin, est-ce que c'est l'histoire d'une GPA? Enfin, voilà, en tout cas, c'est Diane, elle s'appelle, elle porte un enfant pour deux gars. Et je savais très bien que je racontais, en faisant un gros pas de côté, cette histoire-là aussi, d'une certaine manière. Avant de présenter ce film, quand on en a discuté, tu disais finalement c'est mon premier film, celui-là. Pourquoi? Justement pour ça, parce que, parce que mon premier réflexe m'a été de vouloir raconter, en tout cas de m'appuyer sur l'histoire de cet enfant qui était chez nous. Donc le premier scénario que j'ai écrit, qui est illisible, avait à faire avec ça. Donc c'est pour ça, et je sais que je le trimballe depuis. Je suis revenu plusieurs fois jusqu'à y revenir sous cette forme-là. Quand on écrit un film comme ça qui touche sa propre famille, sa propre histoire, comment réagit, je ne sais pas, par exemple ta mère, comment elle s'est inscrite dans ce processus? Alors, ils ont toujours su que je voulais en faire quelque chose. Après, entre le savoir et puis finalement y être confronté, là, on a organisé une projection à Paris juste au moment où j'ai terminé le film, avant qu'il circule, avant que d'autres le voient. Il y avait ma mère, ma famille, enfin mon frère, et les enfants du film et les parents des enfants du film. Je voulais que ce soit eux qui le voient en premier, avant qu'on en dise quelque chose, parce que je ne savais pas ce qu'on allait en dire de toute façon, mais au moins qu'eux, ils en aient leur... Et ma mère l'a vu comme un film d'horreur, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression qu'elle m'a fait, parce qu'elle m'a dit juste en sortant, il n'est plus question que j'aille voir un film de ce réalisateur. Donc, Et les autres membres de la j'ai compris famille? qu'elle n'aimait pas les films d'horreur. Non, j'en plaisante un tout petit peu, mais parce que depuis, tout va très bien et que c'est pour ça que d'ailleurs que je me permets de le raconter comme ça. Mais effectivement, ça a été très dur pour elle de le voir la première fois, parce qu'elle s'est fait surprendre par là où ça nous amenait en termes d'émotion, je pense. Parce qu'au départ, la famille, c'est pas la nôtre. Et c'était moi aussi ce qui m'intéressait. C'est que même si le schéma est le même, le schéma mathématique, deux garçons, un troisième qui arrive, et puis voilà, le couple qui était ma mère et mon père. Après, c'est Mélanie Thierry, c'est Elias Salem, ils n'ont rien à voir avec nous, même dans ce qu'ils sont. L'environnement social a l'air d'être le même et pas tout à fait. Moi, j'en présente quand même une forme un peu. Je cherchais pas à faire un film, comment dire, avec une véracité sociologique. Je voulais m'inscrire dans cette espèce d'entre-deux. Alors peut-être que c'est sa limite ou son défaut, je n'en sais rien pour le moment. Mais à la fois, ça s'appuie sur la classe sociale sur laquelle on était, et puis à la fois, je l'invente aussi un peu, cette classe sociale, en m'appuyant justement sur le cinéma américain. Moi, quand j'ai vu E.T., j'ai l'impression qu'on avait la même vie, avec Elliot. Il vit dans un lotissement comme moi. Voilà. Donc c'est un peu ces choses-là que je suis allé chercher. Donc tout ça pour dire, pardon, excusez-moi de cette digression, mais que quand ma mère l'a vu, elle l'a accepté comme un film la première fois normal, et puis au fur et à mesure que ça se resserrait quand même sur ce que ça racontait, c'est là où ça a été de plus en plus difficile, et elle le raconterait elle-même. À partir de la scène du juge, elle a arrêté de le regarder. Voilà. Parce qu'elle savait vers quoi ça allait. Et mon frère, c'est à peu près la même chose. Et puis après, ma mère l'a revu à une autre occasion dans un festival à Angoulême, un peu comme ici, avec des gens dans la salle. Et là, ça avait plus l'air d'un film. Et donc, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça mettait les choses à distance, sans doute. Exactement. Le titre est d'une certaine manière intrigant, ce vrai. C'est pas là, c'est la vraie famille, pardon, et c'est pas une vraie famille. Pourquoi ce vrai? Qu'est-ce que serait au fond une fausse famille? J'espère qu'il est un petit peu provoquant et qu'il y a une forme d'ironie dans le film quand on sait de quoi ça parle. Et puis dans le titre, pardon, pas dans le film, dans le titre, quand on sait de quoi ça parle, et puis quand on l'a vu, que la question de la vraie famille, elle se continue à se poser. Et surtout avec cette idée, j'espère qu'elle n'arrête pas d'être en totale mutation, c'est-à-dire qu'elle est quelque chose au départ, et puis d'ailleurs quelque chose qu'on a du mal à définir. Les scènes de vacances, pour moi,
elle servait à ça, c'est-à-dire qu'on y a tous ces gens qui sont ensemble, qui ont l'air d'appartenir à une famille, puis il est encore difficile de déterminer qui est l'enfant de qui est la tante, l'oncle, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, ça se resserre, on comprend, et au moment où on comprend, on nous raconte encore complètement autre chose, et puis cette autre chose va devoir se défaire pour à la fin être encore autre chose. Donc le vrai là-dedans, il est difficile à cerner et à arrêter. Enfin, c'est plutôt pas à cerner, parce qu'en fait, on le cerne tout le temps, mais il n'arrête pas de muter. Voilà, c'est un peu ça mon sentiment. C'est une des raisons pour laquelle je fais presque de manière un peu symbolique. Mais pour moi, pour pas que la symbolique soit lourde, je fais dire à Jules à la fin, est-ce qu'il a vu le même film que nous? Parce que même moi, j'ai ce sentiment que ce que j'ai vécu, c'est tellement loin, ça appartient tellement à un autre temps de ma vie. Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Enfin, et c'est pour ça que d'ailleurs, ça m'a autorisé à en faire du cinéma. Parce que je peux m'autoriser à en faire une fiction. Parce que je me demande même si je l'ai vraiment vécu. Intéressant. Finalement, la famille, c'est quelque chose qui nous détermine par des liens qui se construisent dans le temps. Finalement, la famille, elle n'est pas donnée, même quand ce sont ses propres enfants en tant que tels. Est-ce que ça arrive souvent est-ce que tu as travaillé sur ces questions-là, justement, que les familles d'accueil s'investissent comme si c'était leur enfant biologique, on va dire? Alors, c'est vrai en ayant vécu ce que j'ai vécu, puis en ayant fait ce travail un peu, de m'intéresser un peu aux autres, j'ai l'impression d'avoir à peu près entendu tout et son contraire. Moi, surtout ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois, on avait affaire à, je sais pas comment le dire, mais c'est que des histoires singulières, en fait. Et donc, ça, oui, ça arrive avec un certain nombre de variations, même par rapport à ce que moi je raconte. Moi, je suis très conscient, que ça soit clair entre nous, que j'en présente presque une forme assez idéale. Et que même à l'intérieur de cette forme idéale, quand je parle forme idéale, c'est on a une famille d'accueil totalement aimante, même une mère d'accueil, une assistante familiale qui est devenue surmaternelle, hein, de par la fait de sa fonction, ça l'a surmaternisé. Un père de famille qui assure, un père de l'autre côté qui arrive, qui essaie de se reconstruire au moment où il y a deux personnes qui se retrouvent dans une logique où elle doit désapprendre à être mère, l'autre doit apprendre à être père. Donc on est, voilà, même comme ça, même à cet endroit-là, la situation, elle est complexe, j'espère qu'elle le reste, et déchirante et douloureuse. C'était ça un peu l'idée. Donc oui, et je me suis autorisé à le faire parce que j'ai entendu des histoires. Celle du petit garçon qui est dans le film, c'est pas du tout celle du petit garçon qui était dans la mienne. Mais c'est une histoire que j'ai entendue, d'un père qui, etc., comme on voit dans le film. Donc j'ai fait la somme de ces histoires où je me retrouvais sans antagonisme presque, avec que des gens qui aiment, et même comme ça reste complexe, l'équation, elle reste très compliquée à résoudre. Voilà. Comment, très concrètement, on devient famille d'accueil? Pourquoi on fait? C'est pas un travail comme un autre? Alors, c'est pareil. Alors, je vais faire une réponse un peu comme j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'il y a mille raisons et je pense qu'elles sont souvent très déceptives, les raisons. C'est-à-dire que dans le cas de celui qui était le nôtre, c'était que ma mère, elle s'est dit, il y a une voisine qui l'a fait, pourquoi pas moi? Plutôt que de retourner à travailler chez Nathalie, c'était à l'époque vendeuse chez Nathalie. Elle s'est dit, je vais pouvoir rester à la maison, m'occuper de mes enfants, en même temps me rendre utile. Et puis, c'était pas un salaire comme ça l'est maintenant, une sorte de défraiement, c'est dans les années 80. Ben voilà. Et elle vous dirait aussi qu'elle n'avait pas pris la mesure de ce que ça pourrait charrier. C'est aussi simple que ça, aussi bête que ça, par moment. Voilà. D'autres personnes le font avec une profonde conviction qu'il faut le faire. D'autres se disent pourquoi pas, après tout, maintenant, en plus, voilà, les salaires sont un tout petit peu plus conséquents. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de se faire des... Hein. Mais voilà, je pense que ça appartient aux personnes, les raisons pour, comme chacun aura son envie de faire du cinéma ou d'être journaliste dans le cinéma. Voilà, je pense que voilà, il y a mille chemins pour arriver à avoir envie de faire ça. Le film met en scène un déchirement et souvent on entend, notamment l'aide sociale à l'enfance ou les juges, parler de l'intérêt de l'enfant. Et là, dans le film, on se demande, enfin, on a aussi un dilemme, où est l'intérêt de l'enfant?
le séparer de cette famille aimante, mais en même temps lui permettre de retrouver son père et son père qu'elle désire, d'être père, de prendre en charge son enfant à nouveau. Ce dilemme-là aussi est une part importante quand il y a des décisions qui sont prises, comment mesurer l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est un intérêt affectif, matériel, tout ça paraît extrêmement complexe. Bah, oui, alors donc, du coup, j'espère que c'est à cet endroit-là des complexités que je suis. Et une question sur laquelle je serais en plus incapable, moi, de répondre, puisque même à un enfant, de lui demander ce qu'il voudrait, puisqu'il est englué dans des conflits de loyauté, pile à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il répondrait? Un peu comme des enfants Et ce qu'il divorcés. répondrait avec totalement honnêteté? On n'en sait absolument rien. Donc en fait, on n'a que des gens qui ont affaire à des choses qui sont très très difficiles à résoudre. Enfin, je me répète un peu en boucle là, sur cette question-là, mais c'est ça qui m'a passionné, dans le sens où je me suis dit que ça pouvait être un objet de cinéma aussi à raconter. Parce que, bien entendu, moi, enfant, quand j'ai vécu c'est là, j'ai pas du tout vu. J'ai vu que le haut de l'iceberg. J'ai pas vu du tout la complexité qu'il y avait derrière. Je l'ai vu qu'à un endroit. Et ça a été, je pense, une des raisons pour laquelle ça m'a été si compliqué. Si j'ai mis autant de temps à raconter cette histoire, c'est parce que il fallait que je parte de mon endroit, qui était un endroit quand même assez, au fond, simpliste, qu'il l'a vu qu'à un endroit, pour comprendre toutes les questions que ça pouvait englober. Pourquoi Mélanie Thierry? Comment s'est fait le choix de cette actrice-là? Mon premier film, je vais faire cette toute petite digression, je l'ai écrit pour Clotilde M, l'actrice principale. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, etc. Mais j'avais travaillé avec elle sur un court-métrage, j'avais vraiment créé une relation de travail, ça m'avait inspiré, ça m'avait permis, même, je pense qu'elle m'a permis de faire un premier film, comme j'ai fait une première mise en scène de théâtre avec elle. Voilà, c'était pour elle. Sur celui-là, puisque ça partait de là où je vous raconte, je n'arrivais pas du tout à me raconter qui pourrait interpréter quoi. Donc ça a été plus compliqué de savoir qui. Et d'avoir le sentiment. Donc on est obligé de faire confiance à une sorte d'intuition, un sentiment d'évidence, et de créer les possibilités que ça arrive. Donc j'ai créé les possibilités que ça arrive. Les possibilités que ça arrive, ça a été de rencontrer plusieurs comédiennes, à un moment donné, d'imaginer un parcours avec quelqu'un, un parcours qu'on a un peu poussé, puis pour X raisons, et au final, je m'en sens très heureux aujourd'hui, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai rencontré Mélanie dans un presque second temps. Sauf que ce qui s'est passé avec Mélanie, ce qui s'était passé avec personne d'autre, c'est que, et ce qui s'est passé exactement pareil avec Lies Salem, c'est qu'au bout de 3 minutes, j'étais dans ce sentiment d'évidence qu'on cherche. J'avais envie que ce soit elle. Il était évident que ce soit elle. Pourquoi? Parce que j'ai été surpris d'ailleurs En fait, moi, je m'en étais fait une image très arrêtée de ce que j'avais senti que Mélanie était une excellente comédienne. Je ne l'avais pas forcément vue, à part dans La Douleur, dans des films qui me confortaient à 100% de ça. Mais quand même, on sent qu'elle est forte, quoi. On sent qu'elle est, je veux te dire, un peu bêtement, quand on regarde un footballeur jouer, on sent qu'il est fort. Bah, voilà, Mélanie, on sent qu'elle est forte, que c'est une très bonne comédienne, qu'elle maîtrise son art. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai vu, au-delà de ce sentiment que j'avais, j'ai vu quelqu'un qui était... A priori, on avait l'air de venir du même monde. Ça me rassurait beaucoup parce que c'était une question importante pour moi. L'incarnation sociologique, sans avoir à la chercher, à l'appuyer, et la croyance qu'on avait de ça a été important. Et puis j'ai vu quelqu'un qui n'était pas en train de jouer à quelque chose devant moi, qui me disait je vais me permettre de limiter la caricature. Attention, elle n'est pas tout à fait comme je vais le faire, hein, mais ouais, non, mais c'est super le truc, ça m'a vachement touché. Il y avait, voilà, elle n'était pas en train d'être cette petite, peut-être, poupée Lolita que j'avais pu voir dans des films. Elle n'avait pas honte d'être ce qu'elle était. Et ça m'a raconté Anna. Voilà, ça m'a raconté Anna. Donc c'est ça qui a créé Mélanie, qui a créé mon envie que ce soit Mélanie, absolue. Et j'ai eu pour Lies Salem ce qu'on appelle un coup de foudre. Voilà, en parlant avec lui, en le voyant, c'était un personnage qui était beaucoup plus faible, à mon sens, dans le scénario, avant de rencontrer Lies Salem, qu'il ne l'a été après. Voilà. On va laisser la parole à la salle, au débat à la salle. Il y a un micro qui circule, donc levez le doigt si vous avez des questions.
Le temps que le micro circule. Je vais chanter une petite chanson. Toum, 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 toum. Un long cheminement du micro. Bonsoir. Alors déjà, merci pour le film. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé et c'est des films que j'ai pas l'habitude de voir, donc ça m'a beaucoup surprise. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez prévu de faire d'autres films. Est-ce que vous allez continuer à aborder le sujet familial de ce film, ou si vous avez vraiment prévu de partir sur d'autres choses complètement différentes? Voilà, c'est tout. Alors, j'ai commencé un peu à réfléchir à la suite. Oui, donc oui, j'ai envie de faire d'autres films, hein, évidemment. J'espère qu'on va m'autoriser à continuer à le faire. Le prochain film, je vais plutôt aller puiser. Alors bon, pour l'instant, je vais aller chercher un peu encore dans ma matière personnelle. Peut-être que j'adorerais m'en éloigner, sortir de mon nombril. Et je pense que ça passera par l'adaptation de quelque chose, etc., qui se rencontre. Enfin voilà, j'ai eu envie d'adapter très fortement un livre et ça s'est pas fait. Donc j'ai renoncé à ça, mais une fois de plus encouragé par ma productrice d'une idée que je lui avais parlé depuis longtemps. Donc je vais aller chercher plutôt du côté de l'adolescence, des liens ados, parents, en essayant d'être cette fois-ci plutôt du côté de la comédie. Mais je ne pourrais pas m'empêcher d'aller chercher dans ce que moi j'ai vécu. Et je pense qu'il y a un lien entre un père et une fille à l'intérieur, parce que c'est plusieurs personnages là que je développe qui, voilà, d'une certaine manière, rebondira un peu sur ce que je raconte là. Mais c'est vraiment tellement tôt que c'est dur de vous en dire plus. C'est pas très rigolo d'en parler comme ça. C'est assez pauvre pour l'instant, et donc je n'oserais pas vous en parler parce que j'aurais peur de me dégoûter moi-même. Mais la question pourrait être, comme les deux films étaient liés à la question de l'enfance, finalement, ça le prolonge d'une certaine manière. Bah oui, absolument. Il y a le bébé, l'enfant, et puis on va arriver à l'ado, quoi. Donc peut-être qu'un jour je passerai Donc bientôt à l'âge adulte. Ouais. Je crois qu'il y avait une question. Oui, bonsoir. Vous nous avez parlé du choix de Mélanie Thierry, mais pouvez-vous nous parler du casting pour les enfants et comment se passe le tournage avec les enfants? Alors oui, c'était évidemment la grande préoccupation, la grande angoisse. Je n'avais jamais fait ça, et c'était le pari du film, parce qu'ils étaient, surtout le personnage évidemment de Simon, qui est tellement là, tout le temps là. Donc le casting, c'est pour essayer d'être très concret, très rapide sur la question. Le casting s'est passé en 2 temps, parce que il y a eu le confinement. Ça a été, d'une certaine manière, je vais être ironique un peu là-dessus, une chance pour moi, parce que j'ai travaillé avec une première directrice de casting qui avait beaucoup l'habitude de travailler avec les enfants, et c'était pour ça qu'on l'avait choisie. Donc moi, je me suis beaucoup impliqué pour apprendre, voir et être auprès d'elle, dans la manière dont elle abordait le travail avec les enfants, dont elle les faisait un peu, elle les amenait aux scènes pendant ces séances de casting. Moi, j'ai tout filmé, j'étais là, c'était moi le caméraman, quoi. J'intervenais un peu, mais beaucoup moins qu'elle. Et j'ai appris énormément à ses côtés, en la voyant comment elle parlait aux enfants, avec en plus ce deal entre nous depuis le début, mais elle le revendiquait complètement. Ce qui était la question, c'était surtout de ne pas passer par de la manipulation. Hein, parce qu'on entend beaucoup d'histoires de comment arriver à obtenir des enfants de ça ou ça. Non, c'était de les impliquer dans l'histoire, dans ce que ça racontait, espérer qu'ils deviennent comédiens au même titre que les adultes, à leur échelle, avec ce qu'ils peuvent faire. En étant aussi impliqué que ça dans la première phase de casting, je me suis retrouvé dans une situation un peu inextricable, qui était que moi j'avais envie de dire oui à tous les enfants et tous les parents que je rencontrais, quoi. Le système d'empathie marche dans ces cas-là à 1000%. Et surtout quand il y a un parent qui te dit bah ouais, moi j'ai été aussi un enfant placé, etc., etc., tu te dis ah ouais, non, là, c'est ça, c'est son enfant, il faut absolument que, etc., etc. Donc bon, il y a eu ce temps de recul qui fait me dire que c'était pas forcément ce qui m'aidait à faire les bons choix, hein. Mais de cette partie-là, de cette première étape de casting, où je ne sais pas combien d'enfants j'ai vus sur les 3 rôles, et quand même résiste le personnage de Basile, le personnage de Jules, qui est interprété par Basile, celui qui a les cheveux longs. Voilà. Et j'ai refait une étape de casting à l'intérieur. Et tout de suite, donc Christelle Barras, la directrice de casting dont je parle, qui est formidable, qui est une grande directrice de casting, elle n'était plus disponible. Et donc, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai pris un peu
l'extrême contrepoint de ma manière de faire au départ. C'est-à-dire que sur le premier tour, parce qu'en gros, il y a eu 3 tours, je n'ai voulu recevoir que des vidéos. Voilà. J'avais un peu touché du doigt ce que c'était d'être avec des enfants et de travailler avec eux et d'essayer de comprendre des choses. Maintenant, je pouvais me permettre de prendre cette froideur absolue-là pour mon ressenti à moi. Et donc, j'ai reçu des vidéos d'enfants, un certain nombre, et surtout c'était le personnage de Simon qui me préoccupait beaucoup encore à ce moment-là. Quand j'ai vu la vidéo de Gabriel, parmi d'autres enfants, la première chose qui m'a arrêté, ça a été son regard, tout simplement. Son regard m'a tellement percé, sa manière qu'il avait d'écouter l'adulte parce que l'adulte était en off, qui lui donnait la réplique, qui était en train de l'écouter, de la regarder. Ça m'a vraiment évidemment arrêté sur lui. Ceci étant, comme les autres enfants, il a joué sa scène, et à part les moments où il était en train de regarder et écouter, c'était pas non plus fameux. Donc on le met en balance avec d'autres enfants qui ont l'air plus à l'aise, mais on n'a pas le petit ressenti, on n'a pas. Et donc je suis allé vérifier, je n'ai de cesse d'aller vérifier ce ressenti avec un deuxième tour où il y avait d'autres enfants, dont Gabriel avec Mélanie, et un troisième tour et donc il s'est passé exactement la même chose. Voilà, et pareil pour Mélanie, et pareil pour les quelques personnes de mon équipe. Là, j'étais là, j'ai filmé. Et puis le troisième tour, c'était ce trio-là, puisque de ces castings vidéo, et on est sorti aussi le personnage d'Adrien, Idriss, qui lui a été tout de suite, ça a été presque une évidence. Enfin, quand je l'ai vu jouer déjà. Alors les 3 viennent de casting sauvage, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien demandé à personne. Ils étaient dans des squares en train de jouer pour les deux petits, et l'autre a une terrasse de café avec ses parents. Et quelqu'un est venu le voir en disant est-ce que votre enfant. Donc, ce qui était assez étonnant avec Adrien, c'est sa capacité, sa facilité à être comédien déjà assez vite. Pour ce que Gabriel et Basile, c'est arrivé. Ils avaient quelque chose en eux qui me plaisait. Les 3, le trio avait l'air de fonctionner, mais j'ai vu ce qui était, à mon sens, ma plus belle expérience de ma petite vie de réalisateur pour le moment, c'est de voir Gabriel devenir comédien au fur et à mesure que le tournage avançait. Ça a été assez fort à vivre, je l'avoue. C'est arrivé, à mon avis, pour plusieurs raisons. On avait mis en place un dispositif, une manière de travailler qui permettait ça, mais eux, ils ont eu en phase 2, je le raconte comme ça, mais ils ont eu en phase 2 Mbappé. Et ils avaient envie de faire pareil. C'est ça qui s'est passé, quoi. Quand Mélanie elle arrivait à pleurer aussi facilement, je vous assure que les 3, ils n'avaient qu'une envie, c'est de réussir à faire comme elle. Donc ils ont passé tout le tournage à essayer de se faire pleurer, à trouver comment, etc., etc. Il y a une sorte de défi entre eux qui m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. On avait mis en place un dispositif de manière de filmer, la manière d'introduire les scènes, etc., qui a amené des choses, certes, mais j'ai eu de la chance aussi. J'ai eu énormément de chance de voir ces 3 enfants vouloir y arriver. Comment on est sûr que ça reste un jeu pour les enfants, où on place le curseur, l'attention, pour percevoir le moment où l'enfant pourrait être en difficulté? En leur disant tout le temps, en leur répétant tout le temps qu'on fait ça pour raconter l'histoire qu'on est en train de raconter. C'est que comme ça que je pourrais le dire, mais c'est comme ça que ça s'est passé, quand bien même, par exemple, sur la scène, pour donner un exemple très concret de ça, et c'est là où Gabriel était étonnant, et il le comprenait, il l'encaissait, et émotionnellement pour lui, ça a été costaud quand même de s'investir. C'est de toute façon costaud pour eux de s'investir. Basile et Idriss, ils sont sortis du tournage comme ils sont venus. Ils ont quel âge, les enfants? Gabriel avait 6 ans quand ça a commencé, donc il en a 7 maintenant. Parce qu'on était il y a un an pile, là, on arrivait à la neige, là, on arrivait aux scènes de la montagne. Et donc Basile et Adrien et Idriss sont sortis du film comme ils sont venus. Gabriel, ça a été plus compliqué mais on avait mis en place un système où les parents pouvaient faire appel à un pédopsie, etc., si on en avait besoin. Et Gabriel, quand il est retourné, alors que c'est un enfant brillant, il avait plus du tout envie de retourner à l'école, mais vraiment pas. Et pour la simple et bonne raison qu'il trouvait ça fade. C'est comme ça il était, il a passé plus de 2 mois à être sursollicité, à lui dire que à demander quelque chose de lui où il était au top, et en plus on lui renvoyait cette image qu'il assurait, etc., etc. Donc voilà. Mais tout ça c'est régulé, j'en parle parce que tout va très bien, mais il y a eu un petit moment de flottement, qui a un peu inquiété les parents. Nous on n'était pas tranquilles. Je pense que ça a été bien géré par la production, etc., etc. Donc ça va, tout est réglé. Non, mais je disais ça pourquoi ? Parce que je suis en train de me perdre.
Je disais ça. Pour que ça reste un jeu pour les Pour que ça enfants. reste un jeu. Voilà, comme ça j'ai mis tout le contexte pour dire par exemple une scène comme la scène où il doit taper sur Eddie dans l'appartement, dire c'est nul ici, je veux aller avec eux à la neige. Et ben pour Gabriel, comme il était très pudique, cet enfant sage, cet enfant parfait, lui être dans la violence, dans ça lui était compliqué. Ça lui était compliqué de taper même Lies au moment où il lui arrache dans la scène de la ferme. Pourquoi la scène a été compliquée à tourner? Non pas parce que c'était compliqué pour Mélanie d'arriver à cet état d'émotionnel, elle arrivait à le faire systématiquement, ni à Gabriel d'être en la peine, mais c'était compliqué à Gabriel de mettre ce coup-là, de le voir se débattre et de se mettre ce coup. Ça, c'était compliqué pour lui. Donc la question, ça a été pendant la direction, c'était de lui. Moi, je criais, je le poussais, vas-y, tape-le, t'inquiète pas, c'est pour le film. Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pour le film, c'est pour l'histoire qu'on raconte, on en a besoin, mais vas-y, t'inquiète pas, Gabriel, c'est pour le film. Voilà, c'est d'être dans cette truc-là, pour que tout le temps il ait en tête qu'on est en train de faire ça pour quelque chose, et pas qu'on le fasse malgré lui. Et puis c'est arrivé. Voilà. C'est quand même. Est-ce que c'est pas un peu flippant de se dire l'histoire du gamin qui retourne en classe et qui dit je veux plus aller en classe, le cinéma c'était vraiment top. C'est flippant. Enfin, on se sent dans quel état quand on est réalisateur? On se dit pas mince, j'ai peut-être changé. Si, quand les parents m'ont appelé, qu'ils m'ont dit que j'étais pas tranquille du tout par rapport à ce que le film raconte, tout ça, par rapport à notre envie de pas le manipuler et tout, etc. J'étais pas à l'aise. Après, j'ai entendu que ça allait mieux, je me suis renseigné tout le temps. Et puis, l'autre truc qui s'est passé par rapport à Gabriel, parce que les deux autres, j'ai vraiment pas eu d'inquiétude. Vraiment, j'ai vu que ça allait. Et ce qui s'est passé avec Gabriel, le plus un petit peu troublant comme ça aussi, mais à la fin très chouette, c'est quand il a découvert le film. Donc la première fois, la fameuse séance dont je parlais tout à l'heure, qui était un film d'horreur pour ma mère, Gabriel, lui, il a pas voulu venir. Il a refusé de venir le matin quand on a proposé ça. Et donc en fait, tout simplement parce qu'il a attendu que ses parents le voient, parce que ses parents l'ont vu à ce moment-là, et qu'ils lui disent c'est bien, et t'es bien dedans. Une fois qu'il avait entendu ça, et ben là, il a réclamé à voir le film. Et donc on l'a regardé, lui, ma fille de 5 ans et moi, qui elle le connaissait par cœur, le film. Parce que je lui ai montré plein d'étapes, tout ça, etc. Je me suis amusé à lui montrer des bouts. Et on l'a regardé chez moi, dans mon salon, projeté sur mon mur. Et là, moi, là, pour le coup, je lui ai volé quelques images, parce que je l'ai filmé en train de découvrir le film. Et c'était un merveilleux moment. C'était un merveilleux moment de voir et Gabriel se réamuser et être réenchanté par des souvenirs du tournage, et d'être dans l'étonnement de découvrir le résultat de certaines scènes, d'être même dans la gêne d'en découvrir d'autres, et de le voir vivre tout ça. Et on se voit assez régulièrement, parce qu'en plus il est devenu très pote avec Basile, et Basile est mon voisin. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, c'est un hasard. Basile jouait dans un square à côté de chez moi, etc. Et ils se voient régulièrement, donc on a gardé une relation comme ça très chouette. Et je sens que Gabriel a maintenant une forme de, je vais le dire comme ça, de fierté. Le cinéma, c'est la vie c'est le cinéma, c'est ça? Le cinéma, c'est mieux que la vie. D'autres questions? Je crois qu'il y avait une question devant. J'avais pris le micro, bonsoir. Pardon. Je voulais savoir, on voit le déchirement de la fratrie. Est-ce que, personnellement, vous avez des nouvelles? Vous avez revu l'enfant qui a été accueilli chez vous? Et voilà, je voudrais savoir, ce serait peut-être intéressant de voir un petit, s'il va voir le film, quel va être... est-ce qu'il serait intéressant pour vous de voir quelle va être sa réaction quand il va voir l'histoire? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée, mais je pense que j'ai une réponse assez claire maintenant à ça, et ça fait pas si longtemps que je l'ai. Évidemment que j'ai essayé de, moi, retrouver sa trace, mais bien avant même cette version-là du scénario, à d'autres moments où j'ai commencé à où j'ai voulu écrire cette histoire-là, je l'ai pas retrouvée. Mais au fond, moi, je pense... dans le générique de fin, il y a un mot pour lui, et en fait pour lui et pour sa grande sœur qu'on a accueillie la dernière année, etc. Mais je vous ai dit, c'était une autre histoire, c'est pas celle du film. Et je pense que je vais ne pas le chercher, parce que je veux pas lui imposer de nous revoir,
Par contre, ce que j'espère comme une chose, c'est que le film soit un peu comme une bouteille à la mer. Si jamais elle lui arrive, c'est qu'au moins il sache que ça a été important. Juste que ça a été important. À tel point d'en faire ça. Voilà. Et que c'était pas un enfant qui est juste passé comme ça, qu'on a déplacé d'un endroit à un autre. Au moins, il saura ça. S'il sait ça déjà, je le saurai peut-être jamais, mais si au moins il le sait. Est-ce que les services sociaux obligent à une rupture complète avec quand il y a ce type de situation? C'était le cas dans cette histoire-là, mais bien sûr, il y a comme je disais, c'est 1000 histoires, et donc il y a 1000 manières de vouloir les gérer et d'estimer que c'est ça ou 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 ça. Il n'y a pas de règles établies. La meilleure manière de le faire. Non, il y a des croyances après. C'est comme il y a des systèmes de croyances. On dit c'est ça qu'il faut. Des doctrines qui ressemblent quand même à des croyances. Il faut pas qu'il appelle maman, il faut pas. Ça va changer. Et moi, je n'ai pas du tout de jugement là-dessus à avoir, parce que je pense que même l'institution passe son temps à vouloir faire rentrer un carré dans un rond, et que de temps en temps, en forçant le carré rentre dans le rond, mais de temps en temps, ça rentre pas, et ça saute et ça tient pas. Mais il fallait quand même essayer de faire rentrer le carré dans le rond, quoi. Oui, bonsoir. Merci pour le film. Souvent, quand on rencontre des histoires telles que vous les avez narrées et filmées, que j'ai personnellement bien appréciées dans tous les comédiens qui sont là, on bute toujours par rapport aux services sociaux. Est-ce que vous avez eu des remarques ou autres, ou est-ce que les services sociaux vous ont interpellé par rapport à ce que vous avez vécu et ce qu'ils prennent parfois comme décision? Je me permets d'intervenir, je suis éducateur spécialisé et j'ai rencontré pas mal de ce genre de personnes jeunes. Et souvent, on a buté sur les services sociaux. Alors oui, j'ai présenté un peu le film maintenant, depuis août. Donc je me suis effectivement trouvé en présence de personnes dont c'était le métier, qui en avaient une plus ou moins grande expérience. Et là, je vais faire une réponse encore un peu pauvre sur la question de la singularité. J'ai eu tellement de témoignages différents et de sentiments différents qu'il m'est difficile d'en faire le tri et d'avoir moi-même un avis sur la chose. Il y a juste quelqu'un dont je me permettrais de redire ce qu'elle a dit. C'est une éducatrice, donc ça avait été le métier, mais alors elle n'était pas jeune, pas jeune dans le métier, je parle. Elle avait 30 ans de métier, m'a-t-elle dit. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, voire, je me permettrais de dire plus, c'est qu'elle a dit du film que ça mettait en avant quelque chose qui n'est pas tout le temps le cas dans leur profession, c'est que ça pouvait autoriser, on s'autorisait à avoir du doute. Et c'est exactement l'endroit qui leur manquait. Puisqu'on est obligé d'appliquer, c'est ce que je disais, à mettre un carré, donc un cadre dans des choses qui sont incadrables, on applique des doctrines, des croyances, des règles, des lois, appelons-les comme on veut, dans ce cas-là. Mais ce qu'on ne leur autorise pas à faire, c'est à avoir du doute sur ce qu'il faut faire. Du coup, d'avoir la capacité, et du coup la formation et aussi la pensée qui va avec, c'est ça qui reste compliqué, de pouvoir réadapter les choses en fonction des cas qu'on a à faire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Durant le film, du coup, je me suis pas mal interrogée sur, par exemple, le rapport qu'il y avait eu avec cette famille d'accueil et Simon. Et aussi, parallèlement, en fait, c'est l'histoire du père aussi qui m'a un peu titillée. Cette envie de reconstruire des liens avec son fils, de se dire maintenant je me prends en main et je veux décider de prendre soin de lui, d'avoir vraiment un rapport père-fils. Et du coup, je me suis demandé quelle part vous avez... Enfin, on n'a pas l'impression que c'est une part c'est une part un petit peu plus petite dans le film par rapport à l'histoire de la famille d'accueil. Et pourtant, la façon dont c'était joué, Félix Moati, par exemple pour la neige, on voit les doutes du père de se dire moi j'ai mon boulot, je vais rentrer tard le soir.
Et voilà, je me demandais quelle part vous aviez voulu donner à ce personnage-là. Et presque, j'étais un petit peu sur ma faim de savoir lui ce qu'il en pensait. Alors l'idée, c'était effectivement que ce personnage vienne un peu comme un chien dans un jeu de quilles, c'est-à-dire qu'on est avec cette famille, on est installé avec elle, elle est ce qu'elle est, et il vient un peu rabattre les cartes de ce qu'on est en train de vivre. Donc, en termes même de présence dans le film, l'idée, c'était de commencer petit, à un endroit où on ne perçoit pas grand-chose de lui, ce qui amène la discussion presque dans la cuisine entre Anna et Driss, mais tu l'as trouvé comment son père? Enfin, voilà, on est un peu à la même échelle qu'eux de ce qu'on peut percevoir de lui. Et puis plus on avance, plus on a des éléments, plus on lui donne sa place. Et quand il a à peu près une place, c'est là qu'on doit le quitter, puisque c'est une place qu'il est en train de récupérer. Voilà, donc la frustration de ne pas suivre le film avec ce personnage, oui, c'est un parti pris, parce qu'on laisse la famille avec les armes, les éléments que eux ont, quoi. Que eux ont. Donc c'était ça. Donc cette histoire-là, moi, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. J'ai entendu l'histoire d'un père qui ressemble vraiment très proche à celle que j'ai mis dans le film, et ça a été vraiment un élément déclencheur très fort. Ça m'a été compliqué pour moi de réussir. Je ne vais pas dire utiliser le mot réussir, parce que si vous ne trouvez pas que c'est réussi, ça va pas du tout. Enfin, de travailler sur le personnage d'Eddie, parce que c'était celui qui était le plus loin de moi au départ. Et la rencontre avec Félix sur un tout autre projet, un projet de théâtre que je n'ai pas pu faire. J'ai rencontré Félix à travers ce projet-là, m'a donné envie de lui proposer le rôle pour des raisons très simples. Bon, il avait l'âge, évidemment. Il avait cette espèce de fragilité. Félix, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, mais toujours un tout petit peu nerveux, toujours un petit peu maladroit. Et surtout, mais par contre, je l'aimais profondément. Il me dégage une extrême grande sympathie. Et je me suis dit que pour ce personnage-là, il fallait au moins qu'on parte de là, parce qu'il allait remonter tellement loin le cours de la rivière, ce personnage dans le film. Il fallait que je parte sur un capital sympathie très très fort. Voilà, pour et au moins il parte de là, puis après qu'il le gagne, en fait, réellement, par rapport à ce qu'il est. J'ose espérer que au moment où on arrive justement dans cette scène où elle vient et elle lui dit finalement on pourrait le prendre à la neige avec nous, que c'est la scène qui nous pose un tout petit peu problème presque sur notre ressenti, dans le sens où à l'intérieur de cette scène, elle est construite sur le principe que, bon, on a vu Anna utiliser un argument que les enfants lui ont dit une scène avant dans la salle de bain sur le « il n'a jamais vu la neige », etc. Donc elle est clairement en train de faire un mensonge, en tout cas d'arranger la réalité. On voit Eddie comme on la voit, comme elle le voit, c'est-à-dire le mec qui arrive en retard, qui est là, qui bosse trop, qui a un appart qui ressemble quasi à rien, vide, et tout, etc. Et puis au moment où elle obtient ce qu'elle veut, elle fait un pas de plus dans l'appartement parce que les deux autres partent. Et là, on voit, en fait, il a fait un sapin de Noël. En fait, il y a des dessins de l'enfant. En fait, il y a une vie qui est en train de s'installer entre eux. Et elle l'a franchi. Elle n'a pas fait le pas de plus pour le voir. Elle l'a fait un peu trop tard. Voilà. Et j'espère que c'est ça que je mets sur son personnage à lui. Ce plan supplémentaire dans l'appartement. En prolongement de cette question, le film se polarise largement sur la relation mère-enfant, la relation Mélanie au petit Simon. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Avec les pères qui sont... Eddie est un peu plus présent, mais le père, le mari de Mélanie, est moins présent. Pourquoi ce personnage de mère? Est-ce que c'est lié à ta propre histoire? Oui, c'est sûr que j'avais très envie, un peu d'une certaine manière, je vais le dire de manière plate, et vous m'en excusez, de rendre hommage à ma mère et à la manière dont elle s'est investie là-dedans. Mais après, au-delà de ça, si après je fais un aplat, un schéma mathématique de cette affaire, Lies, il n'a pas besoin de prendre la place d'un père qui est déjà là, parce qu'il a toujours été là, le personnage d'Eddie. Et elle doit doublement, elle a deux places à prendre, celle qu'elle joue auprès de Simon, et elle remplace un fantôme. Et en plus, c'est son travail à elle. C'est pas du tout le travail de Lies. C'est elle c'est son travail. On oublie pendant tout le film que ça l'est. C'est Félix qui vient nous le rappeler en disant, en plus de manière un peu maladroite et pas sympa, mais après tout, ça c'est votre boulot. Et on se dit, on est un peu comme. L'idée, c'était qu'on se réveille un peu à ce moment-là, dire merde, oui, c'est vrai, c'est un travail. Et de par le fait même qu'elle fasse son travail,
c'est l'endroit même où elle va créer une relation particulière avec l'enfant. C'est-à-dire, c'est parce que, par exemple, je le montre comme ça dans le film, en espérant que ce soit perçu comme ça, mais c'est parce que il n'a pas le droit d'aller à l'acrobranche avec les autres, qu'elle se retrouve toute seule avec lui et à vivre ce moment d'intimité, mais c'est parce qu'elle fait bien son travail, parce qu'on lui a interdit de faire des activités dites dangereuses. Ça, c'est un truc que j'ai entendu et que j'ai réutilisé à mon compte, qui m'a beaucoup intéressé. Et l'autre endroit, c'est de la même manière, elle l'amène à l'église, c'est pas du tout elle qui est croyante, c'est elle qui doit lui assurer l'éducation religieuse qu'on lui a demandé d'assurer à l'enfant. Et donc, c'est par l'endroit même où elle fait bien son travail qu'elle crée ces systèmes de petites bulles hors des autres, qui va créer cette relation surmaternelle, comme je disais tout à l'heure, avec Simon, quoi. Et donc, je trouve que de mettre en avant comme ça le personnage de Mélanie, ça m'autorisait à montrer tout ça. Et puis c'est le personnage, j'ai l'impression, à qui il arrive quelque chose. C'est-à-dire que les autres le subissent, elle, ça lui arrive, et elle va, malgré elle, à un moment donné, combattre pour que ça ne lui arrive pas. Sauf que ça ne va pas marcher. Est-ce que ça raconte aussi que dans les familles d'accueil, c'est d'abord un travail qui incombe aux femmes? Alors, c'est le gros pourcentage. Effectivement, il y a de plus en plus d'assistants familiaux. Il y en a quand même. Il y en a. Alors, à l'époque où c'était le cas de ma mère, vraiment, je pense que c'était famélique. Là, il y en a un petit peu plus, mais oui, absolument. Parce qu'on associe le personnage de mère à ça. Donc, voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai d'abord été interpellé par le titre. D'abord, l'idée donc de la vraie famille. Alors, c'est pas tant une question ou des questions, c'est plus un partage. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous avez montré à travers le cinéma, puis ce que vous nous dites aujourd'hui dans votre démarche, c'est la dimension totalement mythique du récit. C'est-à-dire que ça traverse toutes les familles et ça met en scène aussi cette complexité qui est tout à fait pertinente dans les relations humaines, si je puis dire, et dans les relations familiales. Et la difficulté, je crois, à laquelle on se trouve confronté, c'est simplement effectivement que nous sommes devant un ensemble d'abstractions. Et je crois que c'est ce qui ressort à travers les personnages, en tout cas, c'est ce jeu entre cette abstraction, c'est-à-dire cette idée de la famille, qu'est-ce que c'est que la famille pour chacun d'entre nous, et en même temps, cette simplicité de la relation du quotidien, et qui donne toute cette dimension et toute cette profondeur au film que vous nous avez montré ce soir. Et je voulais vous en remercier. Merci beaucoup. Je suis très touché par ce que vous dites, d'autant qu'effectivement, cette notion d'abstraction et puis finalement de réalité du lien, c'est à cet endroit-là exactement que je voulais me trouver. Et c'est pour ça que, entre autres, de manière symbolique et pas que, le film commence dans un paradis artificiel, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'artifice, mais ça reste un paradis quand même. Ça l'est pour les enfants, ça l'est pour les gens qui y passent des vacances. Et puis cette famille, elle est totalement artificielle. Et pourtant, elle a une sorte de vérité, elle est vraie à l'intérieur de cet artifice. Donc c'est d'être toujours à cet endroit-là. Et le but étant pour moi qu'on assiste autant à un récit qu'à une expérience en plus. Le récit, c'est le récit de l'histoire qu'ils vont devoir traverser, c'est-à-dire la séparation avec cet enfant. L'expérience, c'est d'être suffisamment proche et en proximité avec eux pendant tout le film pour que, d'avoir le sentiment de famille qui arrive. Là, c'est pas un récit, c'est un sentiment. Et puis pour que ce qui leur arrive, on le ressente aussi un tout petit peu parce qu'on a été suffisamment proche pour pouvoir en être éclaboussé. Excusez-moi, je me permets juste une petite réflexion supplémentaire. Pendant le déroulé du film, d'abord, j'ai cru que vous étiez dans la position de Jules. Et c'est après que je dis non, ça doit plutôt être dans la position d'Adrien. Oui, je me devais d'être dans la position la moins sympa quand même, parce que sinon, c'est trop facile. Donc c'est celui qui râle. Mais oui, c'était plutôt la position que... Après, en tant que
réalisateur ou celui qui a écrit l'histoire, l'idée c'était que je circule, moi, justement, que je me laisse la possibilité de circuler dans les personnages. Et c'est pour ça que d'ailleurs la caméra circule aussi beaucoup, hein, pour toujours être dans la possibilité de basculer d'un personnage à un autre. Quand bien même je savais que mon récit et l'axe de la dramaturgie allait être celui d'Anna, il fallait que je m'autorise à pouvoir basculer, et même jusqu'à Eddie à un moment donné. Donc ça, c'est ma position de réalisateur. Après, dans la vie et de là où je suis parti de ce témoignage, c'est effectivement celle d'Adrien. Alors, est-ce que le cinéma, c'est ma famille d'accueil? Alors, je sais pas, parce que c'est un peu moi qui suis allé forcer cette histoire. Donc, on m'a pas accueilli, je suis allé un peu la chercher. Genre, plutôt, il faudrait trouver un nom pour ça. Un enfant qui prend en otage une famille, plutôt. Moi, je voulais avoir des éléments où vous n'avez peut-être pas pu développer tout, mais les grands, enfin pas les grands frères, mais justement les deux ados ou les deux enfants de la famille, la jalousie, le fait qu'Anna s'occupe énormément de cet enfant, que cet enfant amène des soucis dans la famille, la réaction de ces deux grands frères, qui sont un peu mis de côté. On le voit quand il veut récupérer la grande chambre, mais voilà, est-ce que ça doit créer des soucis, j'imagine, aussi dans des fratries ou... Voilà, je voulais voir si vous aviez des éléments. Alors, moi, comme une fois de plus, hein, je veux me remettre modestement à l'échelle de ce que moi j'ai pu percevoir et entendre comme histoire, qui est loin de pouvoir témoigner de toutes les histoires. Mais ce que je sais, c'est que parfois, c'est des situations assez inextricables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que les enfants sont en total rejet de l'enfant qui vient dans la famille. Et parfois, ils sont en totale fusion et adéquation. Et c'était plutôt mon cas, surtout de mon frère et du petit garçon. Moi, j'étais un peu extérieur à eux parce qu'ils étaient en telle complicité que ils étaient ensemble, quoi. Et moi, j'étais le grand frère de deux, mais avec l'envie de temps en temps de jouer avec eux et souvent ils me saoulaient. Enfin, voilà. Mais c'est du coup une relation tout à fait presque lambda là-dedans. Le sentiment de jalousie, je m'en suis utilisé. Je l'ai utilisé un tout petit peu là. Sur l'histoire des chambres et tout, etc. Mais je l'ai entendu, évidemment, dans d'autres histoires de manière assez flagrante. Mais puisqu'on est là dans le cadre intime, en parallèle, moi, je l'ai ressenti quand il y a sa sœur à lui qui est arrivée. Et que ma position d'aîné, elle était un peu remise en question, là. Voilà. Donc, je savais que ça existe comme sentiment. Mais je voulais pas que ça vampirise toute la problématique. Parce qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'est que quand même, malgré tout, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'à un moment donné, on était juste dans un fonctionnement de famille, point barre. Et dans la famille, il peut y avoir aussi des jalousies à l'échelle de ce qu'on a vécu, parce que d'un coup, la mère, elle préfère ma mère me préfère moi, clairement, par rapport à mon frère. Et il en est très jaloux. Et j'en plaisante un petit peu, mais il y a eu, pendant toute notre enfance, ça a plané cette histoire-là, vous voyez. Donc c'est à la fois, c'est dans l'ADN aussi des familles. Même la question de la jalousie, c'est pas parce que ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce qu'il y a un enfant qui est arrivé de l'extérieur et qui crée ce sentiment-là. Ça le crée de manière très violente, parfois dans ce cas-là, mais ça peut aussi le créer simplement à l'échelle de ce que c'est qu'une famille. C'est toute la problématique de la place que chaque enfant occupe dans une famille, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà. Bon, il est peut-être temps de libérer les... Retournez dans vos familles. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup.